je serais bien revenu sur cette question de la transmission et de la durabilité. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a là un des points qui est très, enfin, qui met au travail, donc qui est très inspirant dans la pensée d'Arendt. Parce que, me semble-t-il, il y a quelque chose qui est très dialectique là-dedans. C'est-à-dire que Hannah Arendt dit que l'éducation doit être conservatrice, c'est-à-dire présenter le monde tel qu'il est, Mmh. être tournée vers la transmission du monde, mais elle, évoque aussi le fait que ce qui justifie de faire ça, c'est le fait que les nouveaux venus dans le monde puissent ensuite y introduire de la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on donne pas seulement l'héritage pour qu'il soit maintenu en l'état indéfiniment, mais pour qu'effectivement puisse y être fait des choses neuves. C'est une phrase de René Char qui ouvre la crise de la culture, qui est notre Mmh. héritage n'est précédé d'aucun testament. Donc il y a quand même cette idée que c'est dynamique cette affaire. Et à la fois, je suis tout à fait d'accord que l'idée de durée publique, Mmh. qui est le biais par lequel Myriam Revaud-Dallon, hein, entre dans l'œuvre d'Hannah Arendt, est absolument essentielle. Donc ma question, elle était un peu là-dessus. Comment on s'en sort d'un point de vue d'éthicien, donc d'un point de vue aussi de personnes confrontées à la raison pratique, concrètement, de cette tension entre ce qui permet d'assurer la durabilité, quitte à des fois s'ossifier un peu, Mmh. et ce qui permet de permettre les événements et les commencements, quitte à des fois risquer de déstabiliser un peu. Effectivement, vous avez souligné à juste titre que Hannah Arendt a un point de vue, ou en tout cas qu'on la qualifie en éducation de conservatrice, au sens où il faut conserver la relation à la vérité des enseignements. C'est-à-dire, si je reprends un terme, parce que j'ai enseigné la philosophie, et dans certaines prestations que je propose, j'ai accompagné nombre de lycéens à la fameuse épreuve de philosophie en bac, qui d'ailleurs terrifie plus les parents que les étudiants. Euh, et d'un point de vue de l'éducation, ce que dit Hannah Arendt, c'est qu'on ne doit, me semble-t-il, on ne doit pas prendre de liberté avec les connaissances et la rigueur des connaissances. Et donc, si je fais un pas de côté et que j'utilise un terme qu'on utilise souvent à l'épreuve du bac en philosophie, on ne doit pas faire violence au texte. On ne doit pas faire dire un texte, et d'une façon générale, me semble-t-il, dans les sciences humaines, mais en philosophie, on insiste beaucoup sur ça. On ne doit pas faire violence à un texte. C'est-à-dire, on ne doit pas tenter de faire dire à un auteur ce qu'il ne dit pas. Cela étant, ce n'est pas parce qu'on ne doit pas faire violence à un texte qu'on ne doit pas, dans son interprétation, innover. C'est-à-dire, on ne doit pas mettre littéralement du neuf. Et je pense que la vitalité de la proposition d'Hannah Arendt, elle est là. C'est-à-dire, à partir du moment où on est honnête, je crois que la question de l'honnêteté, alors aujourd'hui on parlerait d'éthique, je crois qu'à l'époque d'Hannah Arendt, ce serait un anachronisme, mais je pense qu'Hannah Arendt a une éthique, a une honnêteté dans sa relation au savoir qui est très grande, mais justement c'est quelqu'un qui a une relation au passé qui n'est pas une relation sacrée, là au sens religieux, c'est-à-dire elle n'a pas une relation qui consiste à ne pas toucher le passé, et à l'ossifier. J'aime bien l'idée d'ossification. Donc, il n'y a pas de calcification chez Hannah Arendt, il n'y a pas de risque de calcification. Mais par contre, il y a l'idée qu'il faut être sur un sol dur, un sol stable, pardon, pour pouvoir marcher sereinement vers l'avenir. Et je crois que c'est cette double, comment dire, c'est cette double condition, avoir un sol stable, stabilisé, qui nous permet de marcher sereinement vers l'innovation. Si je peux me permettre d'enchaîner, j'ai trouvé très intéressant le lien qui a été fait entre Hannah Arendt et Olivier Reboul, parce que c'est sans doute les deux auteurs les plus cités en France en philosophie de l'éducation, respectivement Hannah Arendt pour la crise de l'éducation, Olivier Reboul pour son Que sais-je sur la philosophie de l'éducation, Mm, qui est vraiment un des classiques de la collection. Mais mm, me semble-t-il, et c'est là où il y a plus une question, euh, et
je rangerais volontiers, moi, Olivier Reboul dans les philosophes de l'éducation, dans les grands philosophes de l'éducation contemporains qui sont restés sur une certaine confiance dans ce qu'on pourrait appeler un humanisme classique. C'est-à-dire que quand on dit que l'homme devient l'homme par l'éducation, on Reboul part du principe que si on est honnête, pour reprendre votre terme, on va pouvoir trouver dans les trésors sédimentés dans les œuvres, en particulier dans les œuvres culturelles du passé, quelque chose comme un contour assez net de ce que doit être cet homme accompli. Une confiance dans cet idéal humaniste-là. Il me semble que Arendt, en particulier par l'attachement qu'elle a à la culture grecque, même à la culture européenne, Oui. dans son exil aux États-Unis, Mm. partage cette confiance-là. Il me semble que c'est une des choses qui éloigne peut-être Hannah Arendt de nous aujourd'hui, et c'est ça ma question, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est qu'il est plus difficile aujourd'hui d'avoir cette confiance, me semble-t-il. C'est-à-dire que on est travaillé par le doute face à cette conscience, quoi qu'on en pense d'ailleurs, ça peut être un doute malheureux, hein. Mais il me semble que c'est plus difficile pour un jeune doctorant en philosophie aujourd'hui d'arriver avec la même sérénité humaniste qu'Olivier Reboul pour travailler sur son sujet de thèse. Voilà. Je suis d'accord sans l'être. Je m'explique. Je comprends qu'un jeune doctorant aujourd'hui arrive avec une confiance qui soit minée, qui soit plus fragile que ce qu'elle le fut. Mais j'allais dire, simultanément, il est enrichi de cette forme de scepticisme tant et aussi longtemps que ça ne le paralyse pas. C'est-à-dire que la question du doute et ce qui fait problème dans le doute, si le doute doit faire problème, c'est à partir du moment où il paralyse. Si le doute amène à la prudence au sens aristotélicien, c'est-à-dire ne pas partir du principe qu'une fois que, je vais prendre une image très simple, mais que je dis souvent à mes étudiants, ne pensez pas que parce que vous avez lu 3 fois un texte, vous le connaissez, parce que d'abord, il serait bien de le lire dans 3 états différents, peut-être à 3 moments différents aussi, et vous allez voir que petit à petit, ce texte va prendre une granularité différente, va résonner différemment. Donc, je dirais que, comme beaucoup de choses, ce qui tiendrait Hannah Arendt éloignée de nous, ce n'est pas Hannah Arendt en elle-même, c'est notre façon d'engager notre relation avec elle. Et c'est la même chose chez Olivier Rouboul. Moi, il y a des moments où il m'exaspère parce que je me dis, bon, mais quand même, voilà, autant de, comment dire, autant de connaissances de la chose éducative pour parfois, on a l'impression qu'on revient plusieurs dizaines d'années en arrière. Et en même temps, je me dis, mais en fait, j'aime beaucoup la phrase de René Char, et que je n'avais pas mémorisé parce qu'effectivement, j'ai dû la voir. Après, ça dépend des publications et des préfaces, mais j'aime beaucoup parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais alors vous savez forcément la relation qui a animé Heidegger et Hannah Arendt, et René Char et Heidegger se sont rencontrés, ils ont entretenu une correspondance, et Hannah Arendt plus tard entretiendra aussi une correspondance avec René Char. Et alors, je ne sais pas si on doit faire un lien, mais je crois tout à fait que, et je généraliserai même le propos, les penseurs ou les pédagogues qui nous transmettraient quelque chose avec un testament sont des penseurs qui se préparent à figer leur héritage, en fait. Ceux qui nous disent bah, écoutez, voilà l'héritage qui est le mien, et puis finalement, comme un père de famille ou une mère de famille ferait un héritage,
bah, je veux dire, j'ai fait mon travail de père, j'ai fait accumulation, et puis mes enfants en feront bien ce qui fait du sens pour eux. Et d'une certaine façon, le fait que je ne le vois pas, parce que, en tout cas, c'est ma conception de l'héritage. L'héritage se fait au moment où on n'est plus là pour en disputer les applications. Eh bien, ils en feront bien. J'insiste sur l'idée de sens. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, et j'aime beaucoup l'idée d'absence de testament, parce que l'absence de testament, c'est la liberté. C'est la possibilité de revisiter avec un sens qui est renouvelé, mais avec une forme de fidélité. C'est la distinction entre l'esprit et la lettre. Je crois que tout étudiant en philosophie ou toute personne qui veut réfléchir et qui veut se mettre dans la réflexivité doit faire effort de connaître la personne pour ne pas la dénaturer, pour ne pas la trahir dans son esprit, ses intentions. Mais après, sous réserve que ce travail je crois que l'honnêteté intellectuelle, c'est ça. Mais après, l'honnêteté intellectuelle n'est pas enfin, c'est pas, pour rester dans la métaphore du testament, c'est pas un bail, je ne sais plus, il y a un terme particulier, mais c'est pas un bail à vitam aeternam, quoi. Il faut oui. Pardon, est-ce que ça signifierait que, je vais le dire comme ça, et que tout travail a posteriori est une sorte d'exégèse nécessaire, oui, pratiquement, en fait, oui, que l'on recrée, enfin que l'on crée. oui. Rémi, ta lecture, toi, par rapport à cette question de transmission, de travail, de projection aussi? Oui, ben, enfin moi, ce qui me frappe dans l'œuvre d'Hannah Arendt par rapport à ce qui a été dit là, c'est que Hannah Arendt considère que, au fond, le monde est vieux et qu'il convient de le renouveler, et que c'est justement l'action des générations nouvelles, encadrée par l'éducation, qui va permettre non pas de recréer l'histoire, mais au contraire de s'inscrire dans une continuité historique qui, qui va autoriser, et le terme, on pourra revenir sur la question de l'autorité, effectivement, mais qui va autoriser le monde des enfants devenus adultes à transformer le monde des adultes devenus vieux. Et je pense qu'il y a là une clé chez Hannah Arendt dans la question de la transmission, c'est que la transmission se fait par les adultes, auprès d'enfants qui ont vocation eux-mêmes à devenir adultes et à poursuivre l'œuvre, finalement, l'œuvre du monde. Je pense que c'est la raison pour laquelle Hannah Arendt disait que, enfin, il faut éduquer au monde, et que l'éducation au monde permet justement de prolonger ce vieux monde. Non pas le recréer, mais le renouveler. Je pense que là, je crois me rappeler que Hannah Arendt disait que, enfin, insistait sur le rôle de la natalité, que le monde est renouvelé par la natalité, et que l'élément de nouveauté de chaque génération, en fait, apporte avec elle cette natalité qui est la capacité de commencement et de pouvoir d'initiative. Et donc là, on est bien dans une conception de l'éducation qui s'éloigne de l'endoctrinement pour arriver vers finalement une sorte de réalisation d'un monde à poursuivre par la créativité de ceux qui le constituent. Et moi, ça me fait beaucoup penser au triptyque dans les institutions que l'on a entre tradition, adaptation et création. C'est-à-dire que la tradition, c'est bien le respect de ce qui nous a précédés et la capacité à comprendre finalement l'essence de ce qu'il faut transmettre en termes de valeurs. L'adaptation, c'est bien la nécessité de finalement vivre dans un environnement qui a évolué par rapport aux générations passées. Et la création,
c'est ce qui va permettre à ce vieux monde de finalement se renouveler et se renouveler autour d'un terme, je pense, qui est essentiel et qui certainement prend une connotation particulière aujourd'hui, c'est celle de responsabilité. Et que la responsabilité des éducateurs, c'est une responsabilité, je pense, à l'égard de l'enfant qui a besoin d'être protégé et même soigné pour éviter que le monde ne le détruise, mais que simultanément, il y a une responsabilité à l'égard de la continuité du monde et que la responsabilité des adultes, c'est bien de faire des enfants qui vont devenir adultes. Voilà. Et puis, alors, du coup, sur Reboul et Arendt, dans les fins de l'éducation, je crois me souvenir que Olivier Reboul évoque la compétence des enseignants. Et c'est un terme qu'on retrouve aussi chez Hannah Arendt, l'idée de compétence. Et là, peut-être, alors là, Camille et Jérôme, peut-être on a une ouverture de discussion parce que je ne maîtrise pas suffisamment le sujet, mais me semble-t-il, chez Olivier Reboul, la compétence, elle est à la fois sur les contenus d'enseignement et sur la façon d'enseigner, donc pour aller vite, à la fois sur la didactique et la pédagogie, alors que chez Hannah Arendt, elle se centre davantage sur les contenus d'enseignement, même si elle se dit non spécialiste de la façon de transmettre. Alors oui, tout à fait. Je pense que là aussi, il y a un effet de temps. C'est-à-dire que à l'époque d'Hannah Arendt, il me semble que les formes sont moins problématiques parce que culturellement, nous sommes encore, je parle pour l'Europe occidentale, hein, occidentale et chrétienne parce que ça a une importance, nous sommes encore dans des formes d'homogénéité culturelle qui font que la question du comment, et je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, hein, mais elle n'est pas aussi prégnante que de nos jours. Et j'essaye toujours, alors je ne prétends pas y réussir, mais en tout cas je prétends essayer, j'essaie toujours de trouver une cohérence dans la pensée des auteurs et Arendt, de ce point de vue-là, est cohérente parce que la conception du monde qui est la sienne, et donc le rapport à la vérité qui est le sien, et donc le rapport aux connaissances. D'ailleurs, elle parlerait plus volontiers de connaissance que de savoir, Hannah Arendt. Parce que la connaissance a une dimension, le conatus hein, a une dimension qui est plus proche de sa, comment dire, de sa propre culture. Et effectivement, pour elle, et c'est en lien avec la question de la vérité, elle donne le primat, pardon, la primauté à la qualité des contenus. Mais je pense vraiment, enfin je parle sous le contrôle de Camille, hein, s'il veut compléter, mais je pense vraiment qu'il y a un effet de temporalité et que si Hannah Arendt vivait aujourd'hui, je crois qu'elle, enfin, c'est une hypothèse en fait, c'est pas, l'idée de croyance est pas adaptée ici, c'est une hypothèse, c'est une supposition. Je crois que par la nature du monde tel qu'il est aujourd'hui, elle serait amenée à réfléchir de façon plus approfondie la question du comment. Mais je ne sais pas, Camille, du coup, comment vous… Alors, c'est compliqué hein, comme question toujours de faire parler les auteurs a posteriori. Oui, je sais bien. Moi, j'ai tendance, enfin comment dire, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais à penser qu'au fond, Arendt est quand même dans l'idée d'une invariance anthropologique, c'est-à-dire qu'un texte de Platon, un texte d'Aristote peut nous servir à penser le Spoutnik ou la conquête de l'espace. Par conséquent, jusqu'à quel point cette position est compatible avec un aggiornamento en raison des évolutions du monde depuis l'époque où elle rédige ces fameux articles de la crise de la culture, voilà, c'est compliqué. Voilà, il y a cette question-là. Il me semble que c'est un des points hein, sur lesquels la pensée d'Arendt est à la fois inspirante et
à la fois compliquée quand on la regarde d'aujourd'hui. Me semble-t-il, elle est quand même très ancrée à la fois dans une époque et dans le rapport qu'on pouvait encore, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, autour de l'humanisme, plus facilement avoir à l'époque, autour de l'idée d'une certaine continuité entre les présocratiques et nous, quoi. Voilà, ça me semble plus compliqué. Ouais. Non, non, mais tout à fait. Et alors, vous l'avez exprimé un peu différemment, mais on se rejoint et je reprends, parce que là, vous venez de parler de continuité, et chez elle, cette continuité, c'est une certitude, enfin, c'est une quasi-certitude, et c'est pour ça que votre question sur la confiance, si je l'éclaire avec le mot certitude, j'allais dire, je comprends mieux votre question. Et je voudrais juste revenir sur les 3 notions, Rémi, que vous avez énoncées, et qui sont pour moi un socle tout à fait intéressant à travailler: tradition, adaptation et création. Je crois qu'il y a une citation de Paul Valéry sur la tradition. Je ne l'ai pas au mot près, mais en gros, Valéry dit: la tradition, ce n'est pas répéter bêtement. Alors lui, il ne dit pas bêtement, ou alors il dit bêtement, je ne sais plus. Mais la tradition, ce n'est pas répéter bêtement ce qu'ont fait les anciens, c'est réfléchir dans cette répétition, ce qu'il y a de génie. Ce qu'il y a, alors là, il ne dit pas génie, j'en suis sûr, mais c'est d'essayer de trouver dans cette tradition, dans cette répétition, ce qui nous serait utile aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce que les sociologues et les urbanistes appellent le génie d'un lieu. Quand vous faites une monographie, le génie du lieu, très souvent, ce n'est pas sa forme, c'est ce qu'on ne voit pas. Moi, je vous donne un exemple, parce que j'ai eu à faire un travail sur la question du génie d'un lieu. J'ai choisi l'aéroport Marseille-Marignane, et parce qu'en fait, ce qui m'intéressait déjà philosophiquement à l'époque, c'est que pour que des tas de personnes voyagent, il faut que des tas de personnes dans un aéroport ne partent jamais. Et je me suis intéressé aux gens qui vivent sur le tarmac. Mais quand je vous dis qu'ils vivent, ils y vivent. Bon, il faut les 3-8, mais finalement, pour que des gens partent, il faut que d'autres ne partent jamais. Voilà, le génie d'un lieu, c'est ça. Donc, je pense que dans la tradition, là, Hannah Arendt est très utile parce qu'elle nous aide à saisir chez les anciens ce qu'il y a de génial. Non pas au sens où on l'emploie aujourd'hui, mais ce qu'il y a comment dire, de précieux et qu'on peut réinvestir. Donc, tradition. Adaptation, je pense que pour moi, adaptation, c'est le lieu de l'éthique. Camille l'a abordé. Moi, la discipline qui est la mienne, j'ai été formé à l'éthique appliquée et Applied Ethics en anglais. Et je pense que l'exigence d'application, c'est l'appel, enfin, c'est plus qu'un appel, c'est la nécessité éthique. C'est-à-dire que cette tradition, si on la… on peut visiter la tradition de façon purement, comment dire, ludique. Bon, voilà, ça peut faire de magnifiques conversations de salon, mais je pense que la tradition est quelque chose qui nous permet de faire face à la modernité. C'est pas pour rien que Hannah Arendt est une penseuse de la modernité. Quand s'intéresser à la crise de la culture, c'est nécessairement penser la modernité, sinon c'est un sujet qui ne l'aurait pas habité de ce point de vue-là. Donc pour moi, l'application, c'est le lieu de l'éthique, c'est le lieu de l'action, c'est le lieu du quoi faire et de pourquoi le faire. Et la création, et c'est fondamental au regard de l'œuvre d'Arendt, c'est la condition de la liberté. Je reviens aux origines du totalitarisme, parce que, et je fais volontairement la démonstration inverse, dans une éducation qui ne serait plus éducation, au sens où nous permet de le réfléchir, et Arendt et Roboul, et un autre philosophe que je n'ai pas cité, c'est Jacques Rancière.
Jacques Rancière, et notamment à travers l'œuvre je crois que c'est 5 leçons, le maître ignorant, 5 leçons, je ne me souviens plus le titre. Et si je le revisite, et que l'éducation n'est plus éducation, mais qu'elle est endoctrinement, la tradition devient pure répétition. L'application devient pure systématisation, mais quasiment au sens taylorien du terme, fordien, taylorien. Et la création, ben, il n'y a plus de création. Ou alors on nous fait croire que c'est de la création, mais c'est pas de la création, c'est une illusion de création. Et enfin voilà, je voulais vous remercier, Rémi, parce que je trouve vraiment que le fait que vous ayez posé ces trois notions-là, c'est un fil conducteur très pertinent à mes yeux. Et alors, pour compléter, avec ce fil conducteur, il y a une formule très belle qui dit que la tradition que nous voulons pour demain se nourrit de la nécessaire création d'aujourd'hui. Je peux que... Et du coup, c'est très, très beau. Et je pense qu'effectivement, Jacques Rancière, dans ses 5 leçons sur l'émancipation à travers la photo de Maître Ignorant, serait très, très, très inspiré aussi par cela. Ouais. Et oui, je peux que souscrire. Et il y a une autre citation qui reprend ça. Alors, il ne faut pas dire de qui elle est, parce que souvent, quand on dit de qui elle est, ça efface l'effet de la citation. Mais c'est la devise de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. C'est cultiver le passé, enfanter l'avenir, tel est notre présent. Et c'est une citation de Nietzsche. C'est une citation qui figure, je crois, si je ne me trompe pas, dans Zarathustra. Ce qui est intéressant dans l'idée de figure inspirante, qu'il s'agisse d'Arendt ou d'autres. L'invitation que nous fait Hannah Arendt, c'est de regarder le passé sans en dénaturer les vérités, pour reprendre un langage, je pense, auquel elle aurait souscrit, c'est de regarder le passé sans en dénaturer les vérités, mais en se souvenant toujours que nous sommes libres, ou en tout cas qu'il faut travailler à créer les conditions de la liberté pour que ce regard sur le passé soit un éclairage pour l'avenir. Enfin, c'est peut-être pas très bien formulé, mais je pense que l'inspiration, c'est ça. Enfin, il me semble que c'est ça. C'est que l'inspiration, c'est une sorte de... Moi, je dis toujours que l'éthique, c'est un travail de posture, et c'est un travail de juste posture. Non pas au sens de la justesse, mais au sens de la... Pardon, j'ai fait un lapsus. C'est un travail de juste posture, non pas au sens de la justice, mais bien au sens de la justesse. Je m'excuse du lapsus. Et que les figures inspirantes, c'est des figures qui nous permettent de travailler cette relation aux choses. Parce que justement, elles nous donnent des repères, donc elles nous donnent des points d'appui, mais en même temps, elles nous permettent une liberté qui nous permet comment dire, de travailler à la juste distance. On parlait avec Camille tout à l'heure des étudiants qui nous arrivent d'avoir, ou en philosophie ou dans d'autres disciplines, qu'un jeune apprenant soit très très proche d'une œuvre et qu'il soit quasiment dans la répétition, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. Pour moi, il est dans un travail d'appropriation. Et Monsieur Camarata, vous parliez d'un travail d'exégèse, c'est exactement ça. Par contre, que quelqu'un qui travaille depuis des années, les mêmes textes, soit toujours dans quelque chose qui soit très proche des textes, peut-être que je l'inviterai à faire d'autres choses pour lui. Mais après, voilà, il serait libre de continuer aussi.
C'est effectivement toute la dialectique de inspirer, expirer. Qu'est-ce qu'on expire C'est ça. Est-ce que c'est là que se situe le doute, par exemple, entre autres, la capacité à douter pour s'autoriser à ouvrir des horizons? Alors moi, je ne formulerai pas le doute comme une capacité. Je pense que le doute est une condition. C'est une... ouais, c'est pas une capacité, le doute. Je crois pas qu'on... Enfin, je sais pas. Parce que pour moi, une capacité, c'est quelque chose qu'on cherche à acquérir ou qu'on possède déjà. Je pense que là aussi, c'est une proposition. Je pense que le doute découle de l'honnêteté. C'est-à-dire que quand on est face à des œuvres qui sont des œuvres considérables, en tout cas à mon échelle, si on est honnête, on ne peut qu'à certains moments être traversé par le doute de est-ce que je comprends bien? Est-ce que c'est bien ça que… Et Camille avait raison tout à l'heure de rappeler la difficulté de faire parler les auteurs, surtout ceux qui ne sont plus là pour soit valider, soit invalider, soit appeler à une forme de pondération de ce qui a été dit. Mais je ne verrai pas le doute comme une capacité, je verrai le doute comme une résultante de l'honnêteté et comme une forme de courage aussi. Parce que, pour prendre un exemple concret sur l'équilibre entre tradition, application et création, je pense que dans la tradition, enfin, si on considère que l'œuvre d'Hannah Arendt, et on le considère puisqu'on se réunit pour en converser, la distinction que Hannah Arendt opère entre l'homme privé, enfin entre la vie privée et la vie publique, et donc l'homme privé et l'homme public, on ne doit pas lui faire violence et on doit bien restituer, puisqu'elle part de la, et là aussi je parle sous le contrôle de Camille, mais puisqu'elle parle, son point de départ c'est la philosophie grecque, ou en tout cas c'est la conception grecque de la chose privée et de la chose publique, qui connaît des transformations aujourd'hui. Mais à partir du moment où on est honnête avec cette distinction-là et qu'on l'a suffisamment visitée pour se l'être appropriée avec honnêteté, on ne peut que constater qu'aujourd'hui, notamment au niveau de la chose politique, qui a beaucoup intéressé Hannah Arendt, il me semble qu'il y a un abandon progressif de la chose publique, de la vie publique, au profit d'une crispation, Jean-François Malherbe, dont je parlais au début, qui est le philosophe qui m'a fait découvrir Hannah Arendt, comme il est belge, je dirais, de se racrapoter. En Belgique, quand on se racrapote, on s'entoure. Peut-être en Suisse, on dit la même chose, parce que je vois Camille sourire. On s'entoure, on se crispe sur quelque chose, mais c'est très pauvre. Et aujourd'hui, je pense que la vie publique est en train de se réfugier, enfin, c'est même pas un refuge, c'est une fuite en avant, est en train de fuir vers le privé, parce que le privé, c'est le lieu des émotions, c'est le lieu des petites pensées ou des petits arrangements. Et aujourd'hui, la vie politique est de plus en plus envahie par le privé, par la vie privée au sens d'Hannah Arendt. Et il me semble que c'est une mauvaise nouvelle pour la cité et pour la chose publique. Mais voilà, c'est juste une illustration de comment, à partir d'une tradition, à partir de l'honnêteté à cette tradition, on peut l'appliquer dans le présent, dans notre quotidien, pour essayer de faire acte de création, mais on a besoin de ces catégories, parce que penser la politique aujourd'hui sans prendre appui, alors l'idée n'est pas nécessairement de prendre appui sur Hannah Arendt, mais penser la complexité de la politique aujourd'hui sans, ou plutôt en se privant de l'héritage, mais toujours sans testament, je pense qu'on se donnerait une mission bien exigeante. Et surtout qu'on serait arrogant. C'est une manière de conclure pour
Oui, dire Belle qu'il faut, conclusion. pour essayer de, oui, dire qu'il faut essayer de se tenir à distance de l'arrogance, oui, ça peut être une conclusion, oui.